Bonjour à tous et toutes. Il est midi 3. On va commencer. Alors, bonjour. Merci d'être présent en grand nombre. Donc, on avait 97 inscriptions au webinaire en français. Donc, c'est vraiment une belle réussite. Donc, on voit que c'est un sujet très d'actualité qui intéresse beaucoup de gens. Donc, au nom de SSE, en fait, je veux dire qu'on est très fiers on est très heureux, en fait, de diffuser avec notre partenaire ontarien, la Coalition canadienne pour un système de santé écologique, le webinaire Menu durable. On est aussi très fiers de s'associer à Nourrir la santé. Et ce que je trouve génial dans cette démarche-là aussi, c'est qu'on reconnaît l'importance de l'alimentation comme un soin et non un service. Donc, je pense que c'est important qu'on change de paradigme et qu'on donne toute l'importance à l'alimentation durable. Alors, nos deux conférencières aujourd'hui, Annie Marquez et Béatrice Dagenet, qui vont se présenter tout à l'heure, vont vous présenter un outil simple qui devrait faciliter, en fait, les choix éclairés de tous les responsables des services alimentaires. Pour débuter, en fait, je vais juste vous dire quelques consignes pour le bon déroulement du webinaire. Alors, vos micros, comme vous avez remarqué, sont fermés. Alors, on va vous demander de poser vos questions par le chat. Et on va vraiment regarder vos questions et à la fin de chacune des diapositives, nous allons adresser vos questions à Annie, qui va faire la présentation en français. Aussi, à la fin, si le temps le permet, il va y avoir une période de questions. Donc, on vous invite à lever la main et on va y aller par priorité de main levée pour adresser vos questions. Et il est important de dire aussi que la présentation est enregistrée, donc vous pourrez la regarder par la suite sur notre site Internet sous l'onglet Formation. Donc, sur le site Internet de Synergie Santé Environnement. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Annie et Béatrice et bon webinaire. Merci, Nathalie. Donc, je suis Annie Marquez, je suis chef de service alimentaire, responsable des menus dans le centre-sud de l'île de Montréal. Et grâce au programme Nourrir la santé, dont j'ai fait partie parmi 25 innovateurs à travers le Canada, j'ai pu être le leader du projet du guide de menus durable là, qui a été fait en collaboration avec plusieurs personnes. Aujourd'hui, je fais la présentation en anglais et je travaille avec aussi Béatrice qui va se présenter. Bonjour, mon nom est Béatrice Dagenet. Je travaille avec Annie depuis maintenant 3 ans. Donc, je travaille avec elle sur le guide des menus durables aussi. Au Québec, je suis la formatrice dans les services alimentaires. Donc, lorsque les gestionnaires de services alimentaires ont besoin d'aide pour avoir des menus plus durables à l'aide du guide de menus durables, c'est moi qui va venir vous aider. Moi, je fais la présentation en anglais, donc Annie va débuter pendant cette heure-ci, puis le deuxième webinaire en anglais, ça va être moi, donc vous n'allez pas m'entendre parler pour cette présentation. Merci. Donc, je vais partager mon écran. Petit délai. C'est bon. Donc, comme je disais, le guide des menus durables, c'est dans le cadre du programme Nourrir la santé. On a obtenu énormément de financement là, par notre CIUS ici au Centre-Sud, par la Fondation McConnell via le programme Nourrir la santé. Le MAPAC et le MSSS nous ont aussi permis là, de créer un guide non seulement papier, ultra bien illustré, mais aussi un site Internet qui rend l'accessibilité de ce guide-là encore plus facile. Donc, ça va avancer. Pourquoi l'alimentation durable? Bien, en premier, l'alimentation, on a toujours dit, c'est pour la santé humaine, pour prévenir les maladies chroniques à long terme, le diabète, l'obésité, l'hypertension, essayer de prévenir aussi les cancers, assurer une nutrition adéquate là, à travers le monde, éviter de l'insécurité alimentaire, que tout le monde puisse s'alimenter adéquatement pour aussi prévenir les infections qui mènent là, à de la morbidité. Mais maintenant, c'est sûr qu'on ne peut plus passer à côté que l'alimentation a un très grand impact sur l'environnement. Donc, on doit passer à l'alimentation durable aussi pour la santé de la planète. Donc, que ce soit l'utilisation des sols, de l'eau, l'utilisation de l'énergie aussi, quand on nourrit des animaux pour après ça s'alimenter. C'est beaucoup plus d'énergie que si on s'alimente directement avec la nourriture végétale qu'on leur donne.
C'est aussi, par exemple, la surconsommation des produits de la mer. Donc, on est en train de vider quand même les océans à un rythme assez alarmant. On pense aussi aux émissions de gaz à effet de serre pour tout ce qui est production d'engrais, production animale qui émet énormément de gaz. La perte de biodiversité parce qu'on limite énormément la quantité d'aliments qu'on mange. On se restreint dans la variété, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on perd beaucoup de types d'aliments ou même qu'on affecte les populations là, qui dépendent de ces végétaux-là, par exemple, qui disparaissent. Puis, on sait la variabilité du climat puis les températures extrêmes là, peuvent engendrer aussi une perte là, d'efficacité au niveau de l'agriculture. Donc, ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup d'études qui démontrent là, que ce n'est pas rassurant le futur. Par exemple, le Centre pour National Center for Climate Restoration a mentionné en mai 2019 que l'effondrement de la civilisation humaine serait prévu d'ici 30 ans s'il y en avait un réchauffement climatique de plus de 3 degrés. Donc, puis dans cette étude-là, il y avait quand même un haut dirigeant de l'industrie du charbon qui a participé. Ça a été entériné par 15 000 scientifiques. Donc, on mentionne souvent que les modèles climatiques, ils vont sous-estimer même les scénarios les plus extrêmes et que 35 de la surface habitable de la Terre pourrait subir 20 jours par année de conditions fatales de chaleur, donc engendrer énormément de décès. Si on parle juste de l'alimentation, c'est en ce moment 25 des émissions de gaz à effet de serre qui vont provenir du secteur agricole, forestier ou de l'utilisation des sols. De ce 25 %-là, il y en a la moitié que ça provient directement de l'agriculture, qui est principalement destinée aux élevages. Puis l'autre 50 mais finalement, c'est la déforestation qui est faite pour avoir des pratiques agricoles. Donc, ça revient que c'est pour l'alimentation. Sinon, si on regarde l'industrie de la pêche, bien, ils augmentent leurs émissions de gaz à effet de serre sans augmenter la production parce qu'il faut tout le temps aller plus loin, il faut tout le temps aller plus creux. Donc, ça ne veut pas dire que si on augmente les émissions de gaz à effet de serre, c'est parce qu'on est plus productif, pas du tout. Puis l'OCDE mentionnait là, que d'ici 2050, les émissions provenant de l'agriculture pourraient être la principale source mondiale de gaz à effet de serre. Excusez, je ne vais pas dans le bon sens avec mes diapos. Donc, l'alimentation durable, ça touche énormément des 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Pratiquement tous là, sont touchés par l'alimentation durable. Puis avec le guide, on est quand même capable de toucher à la bonne santé, le bien-être, la production responsable, la consommation responsable, la vie aquatique aussi, la vie terrestre. Fait qu'on arrive à essayer de faire notre part pour atteindre ces objectifs-là là, quand on fait des changements vers l'alimentation durable. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dimensions. C'est complexe, l'alimentation durable. On le sait, on ne peut pas tout intégrer du premier coup. Il faut y aller petit à petit. Déjà, si on le fait pour la santé, on a une dimension. Si on fait après ça, on met plus l'accent sur la qualité, sur l'impact social de nos choix, sur l'impact environnemental, sur l'impact sur l'économie, puis la gouvernance, donc il y a de l'intérêt pour tout le monde. Mais déjà, c'est des pratiques qu'on peut mettre en place qui vont avoir un impact. Fait qu'on le fait un petit peu à la fois. Si on regarde juste la santé, on peut déjà se dire si on mange selon nos besoins, si on qui améliore au niveau de la qualité, ça peut être des aliments frais, des fruits et légumes locaux de saison. On peut limiter les additifs là, commerciaux. Annie, je m'excuse de t'interrompre. Je ne sais pas si c'est notre connexion à nous ou la tienne, mais on te perd par bout. Alors, je ne sais pas si tout le monde entend bien.
Ça fait? OK. On n'entend plus? Ben, nous, en tout cas, ici, ça a été vraiment saccadé. On a perdu un bon bout. Je ne sais pas si c'est la même chose pour tout le monde. C'est ça pour moi aussi. Ça l'a arrêté. Oui, c'est ça. Je vais arrêter ma caméra. Oui. Je pense que c'est préférable comme ça. Tu peux-tu peut-être reprendre le dernier 2 minutes? À cette diapo ou à celle-là? Je te dirais à celle-là même. Tu parlais de qualité, puis on t'a perdu un petit peu après qualité. Au niveau des dimensions durables, donc, c'est ça, je disais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour aller vers l'alimentation durable. Ça peut toucher la qualité, les valeurs sociales, l'environnement, la gouvernance, l'économie. Donc, je vais pas redonner tous les exemples, là, mais dans le fond, si on mange végétarien, ça impacte autant la santé que l'environnement. Si on prend des légumes frais de saison, on vient aussi intervenir au niveau des valeurs sociales, de l'environnement, de l'économie. Ça s'intercroise là, un peu dans tous les différents aspects de l'alimentation durable. Si on choisit des produits équitables, on peut avoir un impact sur les gens qui vont produire ces aliments-là, si c'est dans d'autres pays, par exemple. Quand on regarde un peu les pratiques d'agriculture, Annie, on t'a encore perdu. Oui, désolée, je suis revenue. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. OK. Bon, je vais passer à l'autre diapo. Donc, notre guide de menu durable, évidemment, s'inspire de plusieurs théories, dont le guide alimentaire canadien, qui déjà commence à mettre en place aussi les aspects un peu plus durables de l'alimentation. Par exemple, il y a choisissez plus souvent des aliments protéinés d'origine végétale. Donc, ça a été ajouté. Limiter les aliments hautement transformés. Donc, ça aussi, c'est un aspect durable. Mangez-en moins souvent et en petite quantité si c'est ultra transformé. Faites de l'eau votre boisson de choix. Fait qu'il y a beaucoup d'arguments d'éléments du guide alimentaire canadien qui sont avant tout pour la santé, mais qui vont toucher aussi d'autres aspects là, de l'alimentation durable. On a aussi une très grosse partie de notre réflexion qui part aussi de l'alimentation traditionnelle autochtone. Puis il y a un guide alimentaire canadien qui était pour les Premières Nations de quel on devrait s'inspirer, en fait, parce que ce guide-là démontre que c'est fait l'alimentation en respect de la nature, que c'est des pratiques très traditionnelles de pêche, chasse, cueillette, qui avaient moins d'impact environnemental que l'élevage, par exemple. Mangeait selon les saisons, selon ce qui était disponible. Essayait de manger toutes les parties des produits qu'il y avait. Donc, s'il tuait un animal, il mangeait vraiment toutes les parties. C'était vraiment fait maison, là, donc tout était fumé maison, donc il n'y avait rien de ultra transformé là, par de l'ajout d'additifs, tout ça, avec des procédés naturels. Donc, on s'inspire aussi beaucoup de ce qui était fait par les Premières Nations parce que c'était vraiment la première alimentation traditionnelle, la première alimentation durable. Donc, on ne veut pas revenir en arrière parce qu'on n'a pas le temps, tout le monde, d'aller chasser, mais on veut s'inspirer pour essayer de manger plus près là, de cette alimentation traditionnelle. Finalement, une autre théorie de laquelle on s'est inspiré, c'est le rapport Eat-Lancet qui a créé une diète planétaire. Donc, c'est sûr que ça n'a pas plu à tout le monde, là, cette diète planétaire, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient on ne peut pas atteindre ça, mais c'est un bel exemple quand même de se dire qu'on dépasse les limites de ce que la Terre peut produire. Donc, si on regarde, nous, en Amérique du Nord, le cercle, je vais essayer de pointer ici. Donc, le 100% reflèterait nos limites
planétaire. Puis, qu'est-ce qui dépasse? C'est ce qui est de trop. Fait que le bœuf, agneau, porc, c'est comme si on mangeait 638 trop de ces aliments-là en Amérique du Nord. Ici, les œufs, 238 la volaille, 234 les produits laitiers, 145 Donc, on voit quand même que ce qu'il faut augmenter, c'est les légumes, les fruits, les légumineuses, les grains entiers, les noix, les poissons, pour essayer de rentrer dans les limites planétaires. Donc, ça, c'est une théorie. C'est sûr qu'ils disent que c'est la même chose pour tous les pays, là, puis ça, c'est l'exemple de l'Amérique du Nord, mais c'est un bel exemple pour dire que c'est un peu toujours les mêmes recommandations qui reviennent, peu importe ce qu'on regarde comme guide. Donc, si on en vient, nous, à notre guide d'alimentation durable, donc ça, c'est des images du site Internet qui a été créé à partir du guide, parce que le guide, il y a quand même 177 pages, il y a énormément d'informations. Ça peut être un peu difficile pour n'importe qui de lire ce guide-là. Prioritairement, on l'adresse, oui, aux gestionnaires de menus du réseau de la santé, mais on veut idéalement que ça soit n'importe qui fait des choix alimentaires. Ça peut être au restaurant, ça peut être le grand public, qui soit capable d'avoir accès à cette information-là. Donc, le site Internet venait rendre l'information du guide beaucoup plus accessible. Puis, en téléchargeant après ça, on peut avoir accès à tous les détails finalement. L'introduction s'adresse vraiment plus au personnel, aux gestionnaires de menus pour essayer de comprendre déjà l'analyse de son service alimentaire, du fonctionnement du service alimentaire, de ses clients, comment faire l'analyse des clients, comment faire un choix de service qui va vraiment correspondre aux besoins, qui va être le plus durable possible. Fait qu'on a 3 chapitres d'introduction qui est vraiment plus pour analyser les services qu'on veut offrir et que ça peut être aussi autant dans la production, quel type d'équipement et tout ça. Puis après ça, bien, tous les autres chapitres, il y a une couleur par chapitre. Et là, ça va être vraiment pour les choix alimentaires. Donc, on va donner tous les trucs pour les choix alimentaires. Fait que je ne passerai pas plus de temps sur les 3 chapitres d'introduction parce que c'est vraiment spécialisé. On va aller plus dans les choix des aliments parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est ça qui fait qu'on a un impact direct sur la planète quand on mange. Fait que si on regarde chaque chapitre séparément, il y a toute l'information qu'on a besoin. Tu sais, si on veut juste lire les protéines ou juste les féculents, il va y avoir des trucs qui se répètent d'un chapitre à l'autre. Fait qu'on a en pratique 7 recommandations qui vont revenir pour à peu près tous les types d'aliments. Donc, premièrement, il faut miser sur la variété. Donc, on va donner des exemples de tous les aliments qu'on pourrait manger dans cette catégorie-là de produits pour essayer d'augmenter notre variété. Après ça, il faut augmenter les protéines végétales, les fruits, les légumes, tout ce qui est plus proche finalement des végétaux. Acheter aussi des aliments de saison et locaux. Donc, ça c'est toujours des choses qui reviennent pour chaque type d'aliment. Réduire la consommation de protéines animales, mais dans les protéines animales, on a quand même des protéines animales qui sont plus durables que d'autres. On peut faire des choix vraiment durables, même si on mange de la viande. Puis, c'est sûr, on veut éviter en particulier les viandes transformées là, qui requièrent déjà plus d'énergie à produire et en plus qui sont moins bonnes pour notre santé. Après ça, acheter des aliments de production durable, bien là, il faut regarder la façon qu'ils sont faits. Puis si on l'a mentionné, il peut y avoir une certification, que ce soit équitable ou locale ou biologique ou la pêche durable. Donc ça, on va avoir les détails aussi pour chaque type d'aliment. Acheter des aliments frais ou le moins transformés possible. Acheter des aliments sans emballage ou les moins emballés. Donc là, on va aussi dans tout ce qui est l'aspect emballage des aliments. Puis finalement, manger moins et avec modération pour non seulement répondre à nos besoins, puis ne pas aller au-delà de ce qu'on a besoin parce qu'il faut nourrir tout le monde sur la planète, mais aussi pour éviter le gaspillage. On donne des trucs dans chaque chapitre pour éviter le gaspillage, pour utiliser les restants, pour mieux les planifier, puis pour tout ce qui est en lien avec le compost aussi, on en parle. Donc ça, c'est des recommandations
générales qui vont être plus détaillées par chapitre en fonction de c'est quoi les aliments dont on parle. Donc, ça, c'est un exemple de comment on a voulu faire la classification des aliments en fonction de leur rang de plus durable au moins durable. C'est sûr qu'au départ, on pourrait se dire, bon, ben, on met des lumières vert, jaune, rouge, on met des stops, mais dans chaque catégorie d'aliments, il y a moyen de manger de façon très durable et on ne veut pas justement dire qu'il y a un aliment interdit. Donc, oui, il y a un ordre. L'ordre peut varier. Ça peut varier parce qu'on peut développer des nouvelles méthodes de production plus durables. On peut sinon mettre trop l'accent sur un aliment puis les gens mangent trop. Alors là, ça devient moins durable parce que ça exerce une trop grande pression sur la production. Ça va vers la monoculture. Fait que ce n'est pas fixe dans le temps. Et pour chaque numéro, ben, il peut avoir dans cette catégorie-là, si on va, mettons, dans les produits laitiers, ben, il pourrait avoir un produit qui est moins durable que les poissons, ou il peut avoir un poisson qui est vraiment plus durable que les insectes, même s'il est en numéro 10 puis que les insectes sont en 7. Donc, il ne faut vraiment pas se dire que ça, c'est un palmarès fixe, mais dans chaque catégorie, on va donner le détail de quel choix est plus durable que l'autre. Donc, c'est ça, ça peut varier dans le temps. Si on regarde le palmarès, ben, c'est la viande de gibier et les algues là, qui seraient comme la première viande qui arrive dans notre top de plus durable, 1 à 5. Donc, le 1 à 4, c'est vraiment juste des végétaux. Puis, la viande de gibier, on l'a mis là parce que la viande de gibier, c'est l'alimentation traditionnelle autochtone. On voulait vraiment démontrer que, dans le fond, leur pratique, c'est ce qu'il y avait de plus durable. Il faut se dire que si tout le monde commençait à aller chasser, peut-être que là, ça serait différent. Quoique, il y aurait des quotas, puis ça serait bien encadré. C'est surtout aussi la pratique du fait que quand ils tuent un animal, ils vont partager. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va à la chasse, qui tue son caribou puis qui mange du caribou pendant 365 jours parce que son congélateur est plein. C'est vraiment une pratique de partage dans la communauté de la viande et aussi d'utiliser toutes les parties. Donc, de faire son bouillon avec les os, de faire des aliments fumés avec certaines autres parties qu'on fait sécher. Donc, aucune perte. Fait que c'est vraiment, on veut mettre l'accent sur la pratique traditionnelle autochtone de dire ça, c'est très durable. C'est pas tout le monde qui a accès. On ne peut pas en servir dans nos services alimentaires la majorité du temps, mais ça fait partie là, des techniques là, les plus durables. Les algues, c'est une protéine, mais c'est sûr qu'on n'en mange pas des tonnes comme ça, mais c'est une protéine très accessible, très présente aussi au Québec, fait qu'on l'a mis aussi en numéro 5. C'est sûr que je ne peux pas passer à travers chaque protéine parce qu'on pourrait parler des protéines pendant 1 heure, mais c'est juste que là, vous avez un petit portrait rapide de l'ordre qu'on a mis, puis une petite ici théorie là, pour comment ça a été classé, mais on peut voir que le bœuf, en haut complètement, c'est celui qui va avoir l'utilisation la plus grande là, du sol, de la nourriture qu'on doit leur fournir, la quantité d'énergie qu'on doit mettre pour produire le bœuf versus si on regarde en bas complètement, ben, on va avoir, entre autres, il y a les légumineuses là-dedans, mais juste les noix, parce qu'il y en a des fois, ils disent que c'est un peu controversé. Les noix, pourtant, ça utilise vraiment beaucoup d'eau, mais la quantité de noix produite par espace de sol utilisé compense la quantité d'eau. C'est sûr qu'il faut aller au-delà de la monoculture. Fait que si dans un pays, ils produisent énormément de noix, ils mettent l'accent juste là-dessus, puis qu'ils appauvrissent toute la disponibilité en eau pour leur population, c'est pas mieux. Fait que beaucoup de petites technicalités qui rendent complexes les choix, mais on essaie de les expliquer le mieux possible là, dans le guide. Ça, c'est des exemples de nous, ce qu'on a fait dans le Sud-Centre-Sud en termes d'évolution de transition vers l'intégration de légumineuses, qui peut être très difficile pour certaines
certains types de populations, comme nous, en CHSLD, par exemple. Donc, il faut les cacher. Donc, on fait un chili végétarien ça ressemble à de la viande hachée, mais c'est du PVT finalement, qui est la protéine végétale texturisée qui va remplacer la viande hachée. Ça prend vraiment le goût qu'on lui donne. Donc, tout est une question d'épices utilisées après ça, mais ça passe très bien. La sauce Alfredo, finalement, on a mis en purée là, des haricots blancs dans la sauce Alfredo, fait que ça augmente nos protéines. Ça réduit aussi la quantité de fromage qu'on a à utiliser pour faire cette sauce-là, puis ça augmente les fibres, évidemment, qui sont essentielles pour la santé là, des personnes âgées. Ils ne mangeraient pas les haricots blancs autrement s'ils n'étaient pas en purée. On a fait une tourtière aussi végétarienne, donc en mettant dans un robot culinaire en même temps le tofu, les lentilles et les champignons, puis en mettant les épices au goût de la tourtière traditionnelle. Dans le pain de porc, on a fait un pain de porc, mais on a rajouté de la protéine végétale parce qu'on ne veut pas juste aller vers des recettes végétariennes. Je pense que c'est important de conserver certains goûts là, que les gens aiment, mais on peut réduire la quantité de porc utilisée pour la recette en intégrant de la protéine végétale texturée dedans. Ça ne change pas nécessairement le goût. Ça donne autant de protéines, ça rajoute des fibres, puis il retrouve le goût du porc. Dans notre sauce à spaghetti, la même chose pour le bœuf. Bien, on achète un bœuf haché qui contient déjà 25 % de tofu dedans. Fait que ça réduit aussi la quantité de bœuf, puis ça ne paraît pas. Les gens, ça passe vraiment comme si de rien n'était. Puis la pizza végétarienne, bien, on rajoute aussi du PVT là, dans notre sauce chili, puis ça a déjà passé comme si c'était de la viande qu'on avait mis dans la pizza. Sinon, si on parle, par exemple, d'augmenter nos sources pour éviter de mettre de la pression toujours sur une seule sorte d'aliment, mais c'est juste un petit message ici pour dire qu'on a parmi ces 12 espèces de poissons indigènes là, au Québec, je pense qu'on n'en mange vraiment pas beaucoup. Là. On va mettre l'accent sur la truite, sur le saumon, sur le doré, mais on pourrait là, essayer d'aller consommer différents poissons. C'est difficile pour nous en service alimentaire à l'hôpital parce qu'on a des contrats, puis il y a des poissons qui sont très, très chers, mais on s'est quand même fait un devoir d'éliminer certains poissons comme le tilapia ou le pangasius qu'avant on mettait à nos menus, mais on les a complètement éliminés. C'est dur de passer à côté du saumon, mais on essaye d'avoir des variétés de poissons qui ont moins d'impact sur l'environnement. Puis ça, il y a beaucoup de liens dans le guide vers les sites qui donnent toujours l'état dans le monde là, des pêcheries et quels poissons choisir. Donc, on essaie de suivre ça un peu. Toujours pas de questions de votre côté. C'est moi, je continue. Donc, si on passe maintenant au chapitre des féculents, bien, on voit qu'on fait le même type de palmarès, là, comme toujours, dans tous nos chapitres. Donc, pourquoi, par exemple, on met le riz en dernier? Bien, c'est sûr que le riz, souvent, premièrement, ce n'est pas local. On n'en produit pas ici, sauf un, qui est le riz sauvage, que je vais parler un petit peu plus après. On a aussi l'aspect santé dans le sens que le riz va prendre l'arsenic du sol. Donc, on ne peut pas manger du riz sans arrêt parce qu'on peut avoir comme une intoxication à l'arsenic. Puis, ça, c'est une des raisons pourquoi il est à la fin. Sinon, il y a des produits transformés là, qui sont juste avant parce qu'il y a de la transformation, justement, ce qui implique de mettre plus d'énergie dans le produit. Puis, on a les grains rustiques en deuxième ou même les légumes racines en premier. Tu sais, nous, quand on analyse nos menus, on voit qu'on met surtout patates, riz blanc et pâte blanche. Donc là, qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est d'augmenter la variété, comme je disais, pour ne pas mettre, tu sais, les compagnies ne veulent pas, ils produisent qu'est-ce qu'on achète. Donc, si tout le monde achète juste le riz blanc ou juste les pâtes blanches, bien, c'est juste le blé qui va être produit en monoculture à très grande échelle, qui va mettre à risque la biodiversité. Alors que si on intègre dans nos menus plus de grains, vraiment des grains différents, les grains rustiques, par exemple, comme l'orge est là, mais on a rajouté comme le riz sauvage, on a rajouté un mélange. Comment ça a bien passé pour nous, là, c'est qu'on prend un mélange 7 grains.
Fait que là-dedans, on se dit on a augmenté en masse la variété de nos féculents, mais aussi ça passe bien parce qu'il y a quand même du riz blanc dedans ou de l'orge qui est plus apprécié. Puis les autres grains vont comme passer inaperçus. On le met autant dans la soupe qu'en accompagnement. Donc, on a augmenté quand même notre variété. Voilà. Donc, le riz sauvage, c'est la seule... Oui. Juste rappeler aux gens, parce qu'il y en a qui se sont joints au courant du webinaire, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat et moi, je vais les transmettre à Annie. Donc, on n'est pas obligé nécessairement d'attendre à la fin si jamais on n'a pas de temps. Donc, n'hésitez pas. Donc, Annie, si effectivement, il n'y a pas eu de questions depuis le début. C'est bon. Donc, tantôt, je parlais du riz sauvage. C'est ça, c'est la seule céréale qui vient du Canada. Donc, ça serait important qu'on recommence à en manger. Des fois, ça passe, c'est quand même assez difficile pour certaines personnes de l'intégrer, mais en le mélangeant avec, moi, ce que je fais, c'est que je le mélange toujours avec du riz blanc là, pour que ça passe mieux. Mais c'est riche en protéines, en fibres, puis bien que c'est ça, son contenu en arsenic est semblable aux autres sortes de riz, mais au moins, ça a toutes les d'autres caractéristiques dont d'être produit au Canada. Il faut, c'est ça, augmenter, changer un peu nos habitudes. Tu sais, le riz pilaf, on peut faire un pilaf de plein de choses, d'épeautre, d'orge, pudding d'amarante aussi. Donc, essayer d'aller redécouvrir des grains qu'on n'utilise pas. Puis ça rend aussi, il me semble que c'est comme original. Sinon, au niveau des légumes, ben ça, je pense que c'est assez bien. Il y a beaucoup de promotions à ce niveau-là, entre autres par Équiterre, les fermiers de famille, tout ça. Donc, les légumes, il va y avoir toutes les recommandations en lien avec manger selon les saisons, manger selon aussi les couleurs, ce qui augmente la variété. Donc, dans les calendriers du Québec, ben, on peut vraiment essayer d'intégrer des légumes plus frais à nos menus. Nous, on est vraiment rendu là, dans le sens qu'on essaie de travailler pour avoir assez de producteurs, assez de quantité pour fournir toute notre suce au complet. C'est assez gros, on a de la difficulté en approvisionnement, c'est pas facile de trouver, de faire affaire avec, par exemple, un fermier de famille parce qu'il n'y aura pas les bonnes quantités puis il va y avoir trop de sites à desservir. Mais on est en train quand même de travailler sur des projets avec Équiterre pour essayer de trouver des solutions à ce niveau-là pour s'approvisionner plus en légumes frais. Pour ce qui est des soupes, je donne vraiment des petites informations par chapitre. Il ne faut pas oublier que le chapitre est énorme et qu'il y a énormément d'informations, mais la soupe, là, si je retiens, c'est vraiment parfait pour passer les restes. Donc, tu sais, quand on a des rognures, par exemple, on peut tout conserver, congeler, puis après ça, faire des bouillons. Les vieux légumes d'accompagnement, on peut faire des potages avec ça, les garder justement congelés, puis après ça, faire des potages. C'est vraiment les soupes qu'on peut les placer dans le menu en fonction de qu'est-ce qu'on va avoir servi pour réutiliser les restants, là, par exemple, de poulet ou... Donc, c'est vraiment utile à ce niveau-là. Il faut le voir comme un récupérateur de restants. Puis ici, je partage, dans le fond, sur notre site, on partage aussi des recettes. Puis, je trouvais ça intéressant de montrer une recette traditionnelle autochtone là, de bouillon d'os qui nous provient du Yukon parce que dans Nourrir la santé, on a travaillé avec plein de partenaires à travers le Canada. Elle a bien voulu nous partager là, sa recette de bouillon qu'ils font, eux, pour l'hôpital général de Whitehorse. Ils font vraiment leur propre bouillon d'os. Donc, c'est une inspiration vers laquelle on veut tendre. Ça, c'est un exemple. Oui? Ah, excuse-moi. Je ne sais pas si c'est le bon moment de poser la question. En fait, quelqu'un qui le demande s'il y a des études qui démontrent les conséquences justement du riz qui contient de l'arsenic sur la santé chez les populations là, qui en consomment beaucoup. Oui, bien, en fait, ce que je n'ai pas mentionné, hein, c'est que le riz, s'il est transformé, s'il est blanc, il n'y a pratiquement plus d'arsenic dedans. L'arsenic est vraiment dans le grain entier. Je sais, par exemple, qu'il y a des populations qui mangent énormément de riz, mais qui vont le manger plus le riz blanc.
Donc, dans le guide, là, je n'ai pas par cœur toutes les informations, mais on fait un point spécifique à ce niveau-là pour l'arsenic dans le riz, que je ne me souviens plus nécessairement, je m'excuse, mais je sais que les populations qui en mangent énormément, là, ils ne mangent pas nécessairement toujours le grain entier qui est celui qui contient le plus d'arsenic. Donc, pour la soupe, ici, c'est un exemple. Pourquoi on a une soupe traditionnelle autochtone qui s'appelle les Trois Sœurs? Dans le fond, c'est une soupe repas, là, on s'entend. C'est pas une soupe juste de légumes. Il y a des légumineuses, de la courge, du maïs. C'est que ça démontre la culture traditionnelle qui est vraiment durable, de faire pousser ensemble les plants de maïs. Les plants de maïs vont servir de treillis un peu aux haricots grimpants. Donc, les haricots vont grimper sur les tiges de maïs. Ils vont fixer l'azote bénéfice à la croissance du maïs. Puis, le maïs et le haricot vont former, quand on les mange ensemble, ben, c'est vraiment complémentaire. Puis, on a la courge qui va pousser par terre pour, avec ses grandes feuilles, éviter d'avoir plein de mauvaises herbes. Fait que c'est trois plantes qui étaient plantées ensemble, qui s'autosuffisaient, pas besoin d'engrais, pas besoin d'arracher les mauvaises herbes, de mettre des herbicides. Puis avec ça, ben, on fait la soupe Trois Sœurs, là, qui est vraiment un classique traditionnel autochtone là, qui démontre l'alimentation traditionnelle. Les desserts, bien, c'est sûr qu'on mange peut-être beaucoup de desserts transformés, mais il y a des trucs aussi pour les rendre plus durables qu'on donne dans le guide. Par exemple, on dit redécouvrir les baies. On met beaucoup l'accent sur la biodiversité dans le guide, donc augmenter les différents types d'aliments qu'on mange. Fait qu'au Canada, on a plus de 200 espèces de petits fruits sauvages. Donc, c'est intéressant de peut-être aller découvrir des nouvelles saveurs vers des aliments qu'on ne mange pas. Donc, la cerise à grappes, cerise de Virginie, à mélange. Chez Ferdi, je ne sais même pas c'est quoi, mais il y en a énormément. Donc, on peut aller au-delà là, du bleuet, fraise, framboise traditionnel, puis faire découvrir des saveurs différentes dans nos menus. Quand on fait des desserts transformés, on peut essayer de réduire les aliments qui sont traditionnellement utilisés. Est-ce que ça va, Béatrice? Mon écran n'apparaît plus? Allô? Nous non plus, en fait, on est encore à la diapo, les soupes traditionnelles des Trois Sœurs. OK. Béatrice. Je suis en train d'essayer de mettre le webinaire. Le diaporama? Oui. Oui, mon ordi, je vois qu'il a déconnecté. Est-ce que vous le voyez, mon ordi? Oui, on voit ton ordinateur, on voit dessert, juste le mettre en mode diaporama. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Non, nous, on voit encore la soupe Les Trois Sœurs. Désolée pour les petits problèmes techniques, mais c'est ça notre réalité COVID. Là, vous le voyez pas? Moi, je vois ton écran dessert. Ben nous, non. On voit, je ne sais pas les autres, là, mais nous, on voit encore la diapo. Ah, ça y est. Je vais redémarrer mon Teams sur l'ordinateur parce que là, c'est ça, je parle via mon cellulaire. Parfait. Là, c'est bon. Ça y est. Là, on voit le dessert. OK. Mais je ne suis pas capable de le mettre sur... Diaporama. Attends, je vais peut-être faire ça. Ouais, sur diaporama, ça ne marche pas. Tu as deux écrans, tu as choisi ton autre écran. Ouais. Moi, mon ordinateur est complètement buggé. Il y a trop de monde en même temps là, qui... Ouais. Pourtant, l'heure du dîner, ça devrait être calme. Donne-moi une seconde, je vais essayer quelque chose d'autre. Sinon, même si ce n'est pas en mode diaporama, là, on voyait très bien quand même, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça. Dans le pire des cas, on va le laisser comme ça. Mon ordinateur est reparti.
Je vais peut-être arriver avant toi. Bon. J'ai des questions en attendant. On peut ouvrir les micros, vous me lavez les mains. Moi, j'aurais une question. Oui, moi, je suis Jacinthe Bordelot, je travaille dans le Bas-Saint-Laurent. Je suis médecin, j'ai un intérêt particulier là, pour l'alimentation durable, pour les effets, entre autres, pour la santé puis l'environnement. Puis je me demandais, évidemment, il n'y a personne d'autre de mon établissement qui est sur la conférence ce midi. Comment on peut faire pour introduire ça tranquillement là, à nos équipes? Là? C'est ça le Vous défi. êtes dans quel milieu, excusez? Au Bas-Saint-Laurent. Bas-Saint-Laurent. Parce que Béatrice, c'est ça, elle offre vraiment les services d'analyse de menus et de possibilité de faire un plan d'action personnalisé avec ceux qui sont intéressés pour trouver les meilleures façons de faire, puis pour implanter graduellement là, les changements en fonction aussi de la capacité des gens de changer. Donc, elle offre vraiment ce support-là pour faire avancer les choses au rythme des personnes. Donc, si jamais, parce que là, tu sais, c'est vraiment spécifique à chaque personne, là, à chaque milieu, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais nous, on a travaillé énormément justement sur l'implantation graduelle pour pas qu'il y ait du gaspillage ou, tu sais, que ça soit de la perte de temps finalement parce que personne n'accepte de manger les aliments qu'on veut servir. Donc, on travaille ensemble, Béatrice et moi, là, pour partager justement cette expérience-là, puis éviter qu'on fasse les mêmes erreurs que nous, on avait fait. Là. Parce qu'on en a fait quand même des erreurs. J'ai repris le partage, Béatrice. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça marche? Oui, ça va, je prendrai contact avec Mme Dagenet pour voir comment on peut faire des actions localement. Exact. Donc, je m'excuse, je vais passer vite toutes les diapos. Dans le fond, il nous reste combien de temps? Il nous reste presque plus de temps, mais je peux... Il nous reste 15 minutes si on oublie S'il la n'y a pas trop de questions. OK. Fait que j'en étais juste au dessert, dans le fond, pour dire que nous, on travaille, ça c'est un exemple, on travaille avec, tu sais, on ne fait pas nos propres desserts à l'hôpital, mais on travaille avec les producteurs locaux pour faire changer leurs ingrédients qu'ils mettent dans leur gâteau. On n'achète aucun gâteau de chez Cisco parce qu'ils ne répondent pas à nos critères. Donc, on veut pas d'huile de palme, on ne veut pas de gras trans, on veut des fibres, on ne veut pas juste du sucre. Donc, on travaille pour modifier ça avec un fournisseur qu'on a. Mais si on les fait, nous, si vous faites vos propres desserts, mais dans le fond, il y a des façons de réduire les œufs, qui est une protéine animale, pour mettre plus des aliments végétaux comme les graines de lin, les graines de chia moulues, le yogourt, qui est aussi, oui, un produit laitier. Là. Les gras, on peut aussi introduire de la compote de fruits pour réduire les gras. Le sucre, on peut essayer d'aller avec des sucres qui sont plus locaux, comme locaux comme l'érable et le miel. Puis la farine de blé, mais d'essayer de varier les farines. C'est sûr, ça peut être plus complexe là, de faire certains mets certains desserts quand ce n'est pas de la farine de blé parce que ça lève pas, ça n'a pas les mêmes propriétés, mais on peut vraiment faire un mix, par exemple, de différentes farines pour intégrer, je ne sais pas, du sarrasin, de l'épeautre, la farine entière. Donc, juste un petit point pour finir avec parce que je trouve ça super intéressant, les condiments. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le sel, hein, qui est quelque chose qu'on utilise constamment et partout, bien, le sel, c'est quand même quelque chose qui est assez polluant à extraire du sol. Ça provient souvent ailleurs. Si, par exemple, c'est extrait de l'eau, ça peut faire des superficies là, très salées, puis les oiseaux aquatiques, des fois, ils vont aller sur ces superficies-là, puis on ne sait pas trop l'impact là, que ça a sur eux d'avoir leur nid sur, par exemple, des étangs de sel.
Donc, c'est quand même assez polluant, le sel. Puis, ben, on peut utiliser plusieurs choses là, comme les algues. Quand j'ai parlé tantôt, les algues, oui, c'est une protéine, mais c'est aussi très salé. Puis, il y a énormément d'algues, entre autres dans la région de Gaspésie, de la Madeleine, très riche en algues de toutes sortes, wakame atlantique, combu royal, main de mer, palmier, nori atlantique. On a énormément d'espèces qui sont certifiées aussi fourchette bleue. Donc, c'est super intéressant d'essayer d'introduire d'autres sortes d'aliments qui vont saler nos repas. Il y a aussi la levure nutritionnelle, entre autres, là. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Donc, tout ça pour dire que c'est un petit peu de ce qui est contenu dans le guide qu'on vous a présenté aujourd'hui. Ça, c'est un exemple de page qui est dans le guide complet quand on le télécharge. Donc, il y a des trucs pour le choix des aliments, qu'est-ce qui est plus durable comme légumineuses. On a les sortes aussi d'aliments qu'on a ici, les sortes de noix qu'on peut introduire. Si on a de la difficulté, évidemment, ici, à introduire les noix, ce n'est pas quelque chose qui est facile. On a les trucs aussi, les conseils pour utilisation dans les recettes. Donc, pour que ça devienne plus, justement, qu'est-ce qu'on parlait de plus accessible, plus acceptable pour les personnes. Donc, on donne vraiment des trucs, par exemple, de mélanger avant de remplacer à 100%. On partage aussi des ressources d'analyse, des grilles d'analyse, des recettes. On a essayé là, de mettre des recettes autant familiales que collectives. On peut se partager, on peut bonifier ces recettes-là. C'est des recettes qui vont tendre vers qui vont nous aider à tendre vers l'alimentation durable. Puis on partage évidemment, nous, les recettes qui fonctionnent et non pas celles qui ne fonctionnent pas sur le terrain avec nos usagers en CHSLD. La grille qu'on a créée d'analyse de menu, c'est vraiment ce qu'on a fait, nous, dans le Centre-Sud, quand on a pris notre menu de cyclique de 3 semaines avec 2 choix par repas. On a analysé, j'ai combien de ces options de protéines dans mon menu. Donc là, il y a juste une partie du tableau. Là. Il n'y a pas toutes les viandes aussi. Mais on a analysé chaque quantité qu'on avait. On a analysé est-ce qu'il était mélangé déjà avec des protéines végétales. Puis le coût par type de protéines. Puis, dans le milieu, on a l'action à prendre pour rendre notre menu plus durable. Donc, est-ce qu'on veut les augmenter? Est-ce qu'on veut les réduire? Est-ce qu'on veut les maintenir? Puis après ça, à combien on arrive? C'est sûr qu'on ne va pas augmenter les légumineuses ou le tofu, par exemple, vraiment beaucoup parce qu'on ne veut pas réduire trop notre satisfaction. Il faut créer des recettes, tout ça. Mais on peut aller graduellement vers augmenter les protéines végétales, ce qui va aussi se répercuter dans les coûts. Donc, nous, on a réussi à réduire nos coûts avec les viandes en ayant plus de protéines végétales, ce qui nous a permis peut-être d'investir un peu plus dans les fruits de mer en mettant des crevettes nordiques. Donc, ça, oui, on a augmenté nos coûts au niveau des fruits de mer, mais on va les avoir diminués là, au niveau des viandes pour libérer du budget pour avoir des meilleurs produits. Donc, juste pour dire aussi, sur notre site Internet, on a des partenaires collaborateurs dont on fait la promotion. Puis, entre autres, le guide, là, si vous n'avez pas eu la chance d'entendre Équiterre parler de leur fiche pratique pour le milieu de la santé, approvisionnement alimentaire local et responsable, on a un lien dans notre section à propos. Il y a aussi, on travaille aussi avec les démarches d'approvisionnement responsable qui a été fait, entre autres, au CHU de Québec. Donc, on collabore avec eux aussi. On s'inspire l'un l'autre de ce qui se fait ailleurs. Donc, voilà, tout ça pour dire que c'était un petit clin d'œil vers toute l'information qui est disponible sur le site Internet, qui est disponible si vous téléchargez le guide de menu durable en ligne. Vous pouvez le télécharger au complet ou par chapitre dans chaque section. Vous pouvez télécharger juste les outils. Vous pouvez aller télécharger les recettes. Si vous avez des questions, écrivez-nous à info@menudurable.ca. Puis Béatrice prend les courriels et on vous répondra. Puis il y a énormément, tu sais, comme tantôt, il y avait une question précise sur l'arsenic. Si vous faites une recherche dans le guide, vous allez trouver la référence là, vers laquelle aller pour trouver toutes les informations que vous cherchez. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions?
Je vous invite à... Oui, allez-y directement. J'ai une question concernant les allergies, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont allergiques, par exemple, aux noix. Alors, c'est peut-être une barrière ou en tout cas un défi d'introduire ça dans un gros système hospitalier. Mm-hmm. Oui, bien, dans le fond, c'est sûr que nous, on a, qu'est-ce qu'on priorise, c'est qu'est-ce qui va passer aux textures aussi, parce qu'on n'a pas tant d'allergies que ça, par exemple, en CHSLD. Je sais que ça peut être plus critique, par exemple, dans les hôpitaux pour enfants. Nous, on n'a pas tant d'allergies aux noix, fait qu'on pourrait essayer de l'intégrer. En fait, on a essayé de développer des recettes, par exemple, avec du beurre d'arachide, hein, qui est quand même le plus acceptable des, des beurres de noix qu'on aurait pu mettre. On avait des filets de poisson amandine aussi, mais ce n'était pas nécessairement plus durable parce que si tu rajoutes des noix sur une portion qui est déjà assez grosse, c'est trop de protéines pas nécessaires. Mais tout ça pour dire qu'on a un logiciel de gestion de menu. Donc, quand la recette ne passe pas à quelqu'un, automatiquement, ça s'enlève de son menu. C'est pas comme, tu sais, il y a d'autres endroits. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui me disait, mais là, vous ne dites pas qu'il y a tel ingrédient, par exemple, dans votre pain de porc, vous ne dites pas que c'est porc et PVT. Non, mais tu sais, on l'enlève à tous ceux qui ont une aversion, une intolérance au soya, par exemple. Tu sais, ça va être automatiquement retiré de leur menu. Puis quand il y a des allergies, c'est clairement identifié sur les menus, là, allergie, avec le nom de l'allergie. Donc, on est capable quand même là, de procéder avec des recettes avec des noix, sauf que notre problème, c'est qu'on n'a pas réussi à créer des recettes qu'on va être capable de maintenir au réchaud pendant une heure. Tu sais, le temps de la courroie, ça devient trop sec, ça se défait. Donc, on est plus dans le développement, recherche et développement au niveau des recettes présentement avec des noix. Il y a une question, Annie, en fait. On demande quelle a été la réaction face à ce changement-là au sein de ton CIUS? Bien, dans le CIUS, on a un énorme support. Là, on est très, très pro développement durable. C'est sûr qu'on a fait une implantation de menu accéléré à cause d'une demande du MSSS. Là, il fallait implanter un menu harmonisé dans les CHSLD. Je ne peux pas dire que la première version de notre menu durable CHSLD a été acceptée. On a eu quand même beaucoup de changements à faire par la suite parce qu'on s'entend, ça a été demandé, exigé par le ministre, puis on a mis des recettes qu'on avait déjà dans certains sites, comme de la réadaptation, qui n'étaient pas acceptables pour les CHSLD. Donc là, on est quand même rendu à notre 3e année de travail sur le menu. Puis, on a vraiment, vraiment, vraiment des bons commentaires. Tu sais, les exemples de recettes que je vous ai donnés, on les a développés là, dans les dernières années. On les a testés. On a tout un processus de test avec les usagers sur le terrain. Si ça ne passe pas la note, on ne le met pas au menu. Donc, puis on continue à chercher et à développer. Donc, même si nous, en cuisine, même si les nutritionnistes qui font les tests de dégustation, les cuisiniers, tout le monde a apprécié, si ça ne passe pas auprès des usagers, on ne le met pas. Donc, ça a super bien passé maintenant, mais pas la première fois là, qu'on avait fait des essais là, avec du tofu ou quoi que ce soit. On a vraiment appris de ces erreurs-là, puis on ne les recommence pas. Puis présentement, notre taux de satisfaction est quand même super élevé pour les mets principaux. On doit travailler maintenant nos accompagnements et nos légumes frais, légumes et fruits frais. L'équipe de nutritionnistes est embarquée depuis le début. Puis les usagers, c'est sûr que si on leur parle d'environnement, ils sont moins intéressés. Il faut vraiment leur parler de satisfaction, de plaisir et ça passe mieux. Parfait. Merci infiniment, Annie. Merci. Bravo à toute l'équipe aussi qui a collaboré à ce guide-là. En fait, vous démontrez très bien le lien indissociable entre la santé humaine et la qualité des écosystèmes. Puis c'est très intéressant aussi d'intégrer le cycle de vie, l'analyse de cycle de vie dans cette approche-là. Donc, je vous rappelle que le webinaire a été enregistré. Vous pouvez le retrouver pour ceux qui sont arrivés vers la fin là, sur le site Internet de Synergie Santé Environnement sous l'onglet Formation. Et nous, on doit vous quitter parce que c'est maintenant la partie, le webinaire en anglais pour la partie anglophone du Canada. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci à tous d'avoir partagé votre heure de lunch avec nous. Puis, on se dit à la prochaine. Merci. Merci. Bye. Merci.